un questionnaire de satisfaction en télémédecine, un outil clinique linguistiquement et culturellement adapté pour les communautés de langue officielle en langue minoritaire. Les présentateurs sont tous les deux de l'Université d'Ottawa, Michel Dorion et Eric Dionne. Michel Dorion est physiothérapeute clinicienne à l'hôpital Montfort, professeur au programme de physiothérapie de l'Université d'Ottawa et candidat au doctorat à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Son projet doctoral porte sur la satisfaction des patients et professionnels de la santé quant à la utilisation de télémédecine en contexte francophone minoritaire. Eric Dionne est professeur agrégé à la faculté d'éducation et à la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Il est aussi titulaire de la chaire de la recherche en pédagogie médicale de l'Université d'Ottawa, ISM, Institut de savoir de l'hôpital Montfort, et directeur de la revue Mesures et évaluations en éducation depuis 2014. Michel et Eric, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Jennifer. Donc, j'aimerais juste préciser que je suis seule aujourd'hui pour présenter, mais je vais faire ça comme une grande. Mon directeur, malheureusement, ne pouvait pas être présent, mais il a révisé la présentation avec moi, donc soyez assurés là, que... Donc, je vais sauver quelques minutes pour la présentation parce que Jennifer a mentionné que j'étais professeure, physiothérapeute clinicienne et que je faisais mon doctorat aussi. Je suis dans ma dernière année. Et en fait, la présentation que je vous présente aujourd'hui découle naturellement de mon projet de recherche doctorale, mais j'aimerais juste préciser et surtout remercier le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada ainsi que le Consortium national de formation en santé, volet Université d'Ottawa, pour mes bourses en lien avec mon projet. Je commence. Donc, vous le savez, on vit dans une ère numérique, je devrais dire. L'intégration de dispositifs électroniques occupe une place grandissante dans le milieu de la santé et on entend plusieurs différents termes. Donc, je voulais tout d'abord commencer par différencier ce qu'on entend dans ce projet-ci par rapport à la télémédecine et la téléconsultation. Parce que bien qu'ils sont utilisés de façon interchangeable, ils ne désignent pas toujours le même phénomène. Donc, dans le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, la télémédecine, c'est une façon de communiquer avec un professionnel de la santé par voie électronique. Donc, c'est un peu le chapeau qui regroupe différentes applications, téléexpertise, télésurveillance. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la téléconsultation, qui est définie comme une consultation virtuelle bilatérale et en temps réel, un peu comme qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, par transmission audio et vidéo entre un patient et professionnel de la santé qui ne se retrouvent pas au même endroit. Bien entendu, je ne peux pas vous parler de la téléconsultation sans faire référence au coronavirus. La pandémie a définitivement donné lieu à des innovations transformatives qui nous ont fait réaliser des bonds importants en téléconsultation. Donc, prime abord, l'utilisation de dispositif a permis de répondre de façon urgente et sans précédent pour répondre à la demande croissante des soins de santé durant la situation pandémique, tout en diminuant, voyons, je parle vite, je vais relancer, tout en diminuant l'exposition et la transmission potentielle du virus entre les patients et les professionnels de la santé, puis aussi d'assurer la continuité des soins. Donc, quelques données intéressantes. L'Inforoute Santé du Canada a fait état de résultats impressionnants dans son rapport 2019-2020. On lit que la proportion de visites par téléconsultation avant la pandémie se chiffrait à 4 % et a augmenté à 60 % durant la pandémie. L'Ontario Telemedicine Network, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le chef de file en matière de télémédecine au Canada depuis 20 ans et surtout connu à l'échelle mondiale, a réalisé 471 consultations virtuelles depuis le début de la pandémie, donc 10 fois plus. Mais au-delà des mérites qu'on lui accorde en lien avec la gestion de la télémédecine, la téléconsultation, à mon sens, représente également un terrain fertile pour augmenter la disponibilité et l'accessibilité à des services en santé en français pour les communautés de langues officielles en situation minoritaire, qui se déclinent généralement en deux catégories, c'est-à-dire les anglophones hors Québec,
c'est ça, et les francophones, les francophones hors Québec. C'est ça que je voulais dire. Donc, les communautés francophones en situation minoritaire, c'est la population qui va être ciblée dans mon projet. On sait qu'au Canada, on a un statut particulier, c'est-à-dire qu'on a 2 langues officielles et la communication, ça demeure tout de même un outil de base lors des interventions en santé. Il peut être difficile pour une personne de pouvoir bien décrire ses symptômes, ses besoins dans une autre langue que sa langue première, quel que soit son niveau d'aisance avec la langue majoritaire, dans ce cas-ci, l'anglais. En fait, de nombreuses publications ont fait état qu'en raison de la barrière linguistique, les communautés francophones en situation minoritaire représentent une des communautés mal desservies par le système de santé au Canada. On parle beaucoup de la sécurité des patients et surtout la qualité des soins. Les communautés francophones en situation minoritaire sont dispersées sur le vaste territoire canadien. La plus forte concentration se retrouve en Ontario. C'est la province dans laquelle va se dérouler mon étude. En fait, ça va se dérouler à l'hôpital Montfort, ici à Ottawa. C'est l'hôpital universitaire francophone de l'Ontario. Donc, les populations franco-ontariennes, en comparaison avec leurs homologues anglophones, c'est important de préciser qu'ils ont un profil socio-démographique particulier. Ils sont généralement plus sédentaires, plus âgés, moins scolarisés selon la recherche, ce qui fait en sorte que ça touche nécessairement les déterminants de la santé. Ils demeurent typiquement dans des régions du nord-est de la province, des régions typiquement plus rurales. Ils doivent parcourir de longues distances pour consulter un professionnel de la santé particulièrement. Selon Statistique Canada, c'est une communauté aussi qui est confrontée au plus petit ratio de médecins pouvant offrir des services en français ou même capable de maintenir une conversation en français. Ça fait en sorte que les patients sont souvent placés sur des listes d'attente pour obtenir des services en français. Et selon l'étude ou l'enquête, je devrais dire, de Bélanger et collaborateurs qui porte sur l'accessibilité des services auxiliaires en santé, donc ça veut dire physiothérapie, ergothérapie, par exemple, 40% des patients ont dû être placés sur une liste d'attente parce qu'il y a un problème de rétention justement des effectifs dans ces régions-là. Donc, par sa capacité de rendre possible un échange entre un patient et un membre du personnel soignant francophone qui ne se retrouve pas physiquement au même endroit, la téléconsultation permettrait de répondre aux défis de la disparité territoriale, réduire les délais d'attente possiblement, parce qu'on aurait accès à un plus grand nombre, un plus grand bassin de professionnels qui demeurent dans des régions ailleurs où on demeure, vu que c'est à distance, et répondre à la pénurie de professionnels bilingues ou même francophones. En fait, ceci est appuyé par le rapport récent du commissariat aux services en français qui note que devant la hausse pour les services de santé, améliorer la disponibilité des plateformes numériques donnant accès à des professionnels pouvant offrir des soins en français demeure une des actions prioritaires à entreprendre. Donc, où sommes-nous rendus par rapport à l'intégration de la téléconsultation à l'hôpital Montfort, l'endroit où va se dérouler ma collecte de données? Donc, on a fait l'analyse des besoins, on a exploré les applications, on a fait un pilotage et là, on est rendu dans l'implantation. Donc, il y a plusieurs secteurs de l'hôpital qui ont commencé à utiliser la téléconsultation et là, on veut mesurer le degré de satisfaction des patients et aussi des professionnels de la santé. Puis tantôt, je vais vous présenter rapidement les résultats préliminaires de mon pilotage. Ce sont des données qui parlent. Donc, la satisfaction, c'est une donnée clinique qui est couramment utilisée dans la recherche, dans la pratique, par les cliniciens, par les chercheurs, les administrateurs pour appuyer les décisions stratégiques, financières, organisationnelles au sein d'un système de santé. On se préoccupe de la mesure, en fait, de la satisfaction pour évaluer les initiatives d'amélioration de la qualité des soins et le rendement du système de santé. C'est particulier pour la téléconsultation, d'après la recherche, c'est que c'est vraiment directement relié à l'utilisation. Donc, autrement dit, plus le degré de satisfaction est élevé par rapport aux utilisateurs et leur expérience, plus ils vont l'utiliser, puis plus il y a de chances d'avoir un système en place qui va tenir la route.
Comment on évalue la satisfaction? L'outil privilégié, c'est le questionnaire de satisfaction auto-administré. Donc, il y a plusieurs avantages. C'est facile. On peut diffuser à grande échelle, même que j'ai diffusé mon questionnaire en ligne. Par contre, ce qu'on remarque, encore une fois, dans la littérature et dans la pratique, c'est que le développement d'un questionnaire de satisfaction pour la téléconsultation est fortement critiqué quant à la démonstration de validité et de fidélité par rapport à l'interprétation des scores obtenus. Est-ce qu'on a réellement le portrait juste des utilisateurs pour mettre en place les bonnes stratégies? Parmi les différentes problématiques, aujourd'hui, je vous en parle d'une en particulier en lien avec ma présentation, entourant la mesure de la satisfaction pour la téléconsultation, on note l'enjeu socio-linguistique. En fait, les questionnaires existent uniquement en anglais, ce qui rend problématique la mesure du ressenti, bien évidemment, des patients et des professionnels de la santé francophones. Puis on sait que reconnaître la sensibilité culturelle des communautés francophones constitue un des déterminants sociaux de la santé au Canada, d'où l'importance d'avoir un outil qui est culturellement et linguistiquement adapté pour détecter les besoins des francophones. Donc, rapidement, pour faire référence à mon projet, comme on a mentionné tantôt, le but, c'est de développer des questionnaires de satisfaction quant à l'utilisation de la téléconsultation auprès des patients et professionnels de la santé en contexte francophone minoritaire, donc qui œuvrent ou qui ont eu la chance d'utiliser la téléconsultation à l'hôpital Montfort. Rapidement, ma méthodologie. Donc, j'ai 3 grandes phases. Comme ça n'existait pas, les questionnaires de satisfaction en français, ma première phase, c'était vraiment de me préoccuper de la méthodologie de mon instrument de mesure. Ma phase 1, c'est le développement des questionnaires. Je dis des questionnaires parce que j'ai développé, faisant référence à l'offre active, c'est-à-dire d'offrir le choix aux patients de remplir le questionnaire en anglais ou en français, dans la langue officielle de son choix. J'ai développé un questionnaire en anglais et en français pour les patients, en anglais et en français pour les professionnels de la santé. Une fois que, là, je suis rendue à mon pilotage, mais après mon pilotage, je vais amorcer la phase 2 et 3, c'est-à-dire mon devis mix séquentiel explicatif. Je vais diffuser mon questionnaire à grande échelle. Suite aux résultats, l'analyse de ces données-là, je vais m'entretenir avec les patients, avec les professionnels de la santé. Je vais entendre la voix des utilisateurs. Je vais donner une valeur humaine à mes données. En fait, ce que je veux savoir, c'est de mieux comprendre, d'aller en profondeur. C'est quoi les barrières? C'est quoi les facilitateurs qui sont susceptibles d'expliquer le degré de satisfaction des patients et des professionnels? Rapidement, le développement de mes questionnaires, je me suis inspirée de la démarche de Downing et Aladina. Donc, vous les voyez ici, les 3 grandes étapes: conception de l'instrument, la mise à l'essai et analyse des données. Donc, ce que ça a donné au niveau de ma conception de l'instrument, c'est 4 versions préliminaires des questionnaires que j'ai fait ensuite scruter par un comité d'experts à l'hôpital Montfort. Donc, 4 personnes qui œuvrent ou qui ont eu un suivi en téléconsultation, c'est-à-dire la directrice des services cliniques, une patiente partenaire, une professionnelle de la santé et une coordonnatrice de la télésanté. Donc, je leur ai demandé de se prononcer sur la validité de contenu, d'équivalence des construits, puis aussi 5 autres grands thèmes. Donc, la clarté des questions, la terminologie, pour m'assurer que les thèmes ne contenaient pas de jargon médical, la langue. Est-ce que le niveau de la langue utilisée était accessible pour la clientèle issue de communautés francophones minoritaires? Est-ce que les thèmes étaient bien alignés avec la dimension qu'on souhaitait mesurer? Est-ce que, par exemple, les thèmes contenaient seulement une idée pour bien aussi délimiter la dimension que l'on souhaitait mesurer? Et enfin, la représentativité. Donc, est-ce qu'on tient compte de toutes les dimensions qu'on souhaite évaluer et qui représentent bien tous les différents secteurs de l'hôpital? J'ai rencontré chacune des membres du comité d'experts individuellement par téléconsultation. Ils ont rempli une grille. Donc là, j'avais des versions révisées des questionnaires que j'ai retravaillés. Et juste vraiment pour m'assurer que j'avais une bonne équivalence entre la version anglaise et française, j'ai fait réviser mes questionnaires par une firme externe spécialisée pour une traduction avec des termes médicaux. Et voilà, qu'est-ce que ça l'a donné? C'est excitant, je passe à l'action. Moi, je suis une physiothérapeute, j'aime ça l'action. Donc, je suis dans ma phase de pilotage.
Mes questionnaires de satisfaction pour les patients, ce que ça donnait en fin de compte, c'est 33 items ou questions qu'on peut dire, 22 questions liées à la satisfaction. Puis j'ai aussi bien évidemment inséré là, des items ou questions en lien avec des variables contextuelles. Je vous en parle dans quelques instants. Au niveau des professionnels, j'avais 27 items divisés, 21 items satisfaction et 6 items variables contextuelles. Les 4 questionnaires ont été hébergés sur le logiciel sécurisé REDCap à l'hôpital Montfort pour ensuite être diffusés pour les patients et professionnels de la santé qui ont utilisé la téléconsultation dans les cliniques externes que vous voyez ici là, de façon plus spécifique. Donc, je tiens à dire là, que c'est uniquement les cliniques externes, donc on n'est pas rendu encore au point d'utiliser la téléconsultation à l'interne. Mon pilotage a eu lieu il n'y a pas si longtemps, du 2 au 25 mars, et mon échantillonnage initial pour les patients, c'était 35 patients. Pourquoi 35 patients? Je me suis fiée sur la littérature qui mentionnait que le taux de réponse généralement est 20 à 25 pour les questionnaires diffusés en ligne. Et moi, je voulais tout d'abord, je visais en tout cas 10 à 15 patients pour mon pilotage. Donc, j'ai choisi 35 patients de façon aléatoire selon une liste qui m'avait été préparée de façon anonyme par le département de l'aide de décision de l'hôpital Montfort. Pour la première semaine, j'ai reçu 5 réponses, donc un taux de réponse de 14 %. J'ai fait un premier rappel la semaine suivante pour un taux de réponse de 20 % et un deuxième rappel, ce qui m'a amené à 9 participants avec un taux de réponse de 26 %. Pour les professionnels, je vais être franche avec vous, j'ai sollicité, comme c'était pour le pilotage, par courriel nominatif des professionnels de la santé dans mon entourage, mais pour la phase 2 de mon projet, le courriel va être diffusé par la coordonnatrice de la télésanté à l'hôpital Montfort. Donc, ça ne sera pas un courriel envoyé personnellement par moi. Je n'ai même pas la liste de professionnels qui ont utilisé la téléconsultation. J'ai demandé à 15 personnes de remplir mon questionnaire puis de me donner de la rétroaction. Puis la première semaine, 66 % avaient rempli le questionnaire, donc je n'ai pas fait de rappel. On va regarder les données rapidement, préliminaires. Donc, on se souvient, je n'ai pas un très gros N, mais j'ai demandé aux patients quelles étaient leurs langues maternelles. 67 % ont mentionné que leur langue maternelle était le français. Puis ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont complété fort probablement le questionnaire en français aussi, parce qu'on voit ici que le taux est quand même assez intéressant à 80 %. D'où l'importance d'offrir aux patients le choix. Puis on voit que quand on leur présente le choix, la grande majorité choisissent de compléter le questionnaire en français. Rapidement, au niveau là, du profil sociodémographique, on voit quand même qu'il y a une belle distribution entre femmes et hommes. Et aussi au niveau de l'âge. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une belle proportion de patients âgés de 65 ans et plus. Et ça me parle parce qu'on sait que la population est vieillissante au Canada et aussi que la population francophone est vieillissante au Canada, particulièrement en Ontario. Quel professionnel de la santé avez-vous vu en téléconsultation? On voit ici que c'est quand même assez hétérogène. Donc, physiothérapeute, cardiologue, psychiatre. Donc, on voit aussi qu'il y a une belle distribution au niveau des différents secteurs, puis de belles options, surtout pour nos patients. Je leur ai posé la question, avez-vous rencontré le professionnel de la santé en personne avant la consultation? Pourquoi? Parce que ça a un lien avec le degré de satisfaction. Si on a déjà rencontré notre professionnel avant de le rencontrer par téléconsultation, généralement, on est plus satisfait. Donc, 2 minutes. Oui, ça va bien. La moyenne des scores par item ici pour la satisfaction avec la petite légende au bas de l'écran, pas une grande surprise. Les patients sont très, très satisfaits avec l'utilisation de la téléconsultation. C'est ce qu'on note aussi dans la recherche. Je vais juste prendre un moment pour vous montrer les données par rapport à l'accessibilité de la recherche, l'accessibilité à des services en français. Voici les thèmes. M'a permis de faire appel à un professionnel de la santé dans la langue officielle de mon choix. Donc, on voit que ça scorait très fort. Donc, on peut penser aussi que ça améliore les services en français pour les patients. Alors qu'ici, l'item 15 était moins bien, je pourrais dire que les patients étaient moins satisfaits, même qu'il y avait un patient qui était très insatisfait, d'où l'importance d'aller creuser, fouiller, puis de m'entretenir avec les patients pour savoir un peu plus en détail pourquoi. Les professionnels de la santé aussi étaient majoritairement francophones.
distribution moins égale. C'est ce qu'on remarque aussi dans la profession. Ils avaient quand même tous pas mal en haut de 35 ans. Ils travaillaient dans différents départements, puis ils utilisaient aussi la téléconsultation pour différentes raisons. Voici les scores moyens des items. Donc, on voit qu'ils sont moins satisfaits que les patients, puis c'est aussi ce qu'on remarque dans la littérature. Et l'item qui a scoré le plus haut, par contre, 4.8, c'est celui-ci. Mon patient peut communiquer dans la langue officielle de son choix durant la téléconsultation. Donc, encore une fois, ça me parle parce que je me dis, l'offre active des services en français, possiblement, peut être rehaussée avec la téléconsultation. Et pour finir, j'espère que je suis dans le temps. Malgré tout, ce qui est intéressant, malgré le fait que, par exemple, les professionnels soient moins satisfaits, 100% des professionnels et 100% des patients ont dit qu'ils auraient recours encore à la téléconsultation. OK. Ah, vraiment, 20 minutes. Pouf! Regarde, ça sonne. J'ai gagné le prix. C'est bon. C'est bon. Bon, merci beaucoup, Michel. Merci. Je vous rappelle que si vous avez des questions, de les poser dans le chat box, le boîte de dialogue en bas de l'écran, pour que je peux diriger les questions à Michel à la fin, dans la session du questions-réponses. Bon, notre prochaine présentation est celle d'une équipe de l'Université McGill intitulée « Améliorer l'accès aux soins de santé et aux services sociaux des minorités linguistiques grâce aux technologies numériques, défis et possibilités ». Nous avons trois chercheurs présents avec nous aujourd'hui. On a Jonathan Caballero. Il est un cognitiviste spécialiste de langue dans les contextes sociaux. Il dirige actuellement les initiatives de prise de décision fondées sur les résultats probants à Dialogue McGill. Andrew Durand étudie en dernière année en baccalauréat spécialisé en psychologie à l'Université Concordia. Il est coordinateur à l'unité de recherche de Dialogue McGill et adjoint de recherche à l'Université de McGill. Et finalement, Marika Monarch a obtenu 2 diplômes de premier cycle de l'Université de McGill en psychologie en 2019 et en physiologie en 2019 et psychologie en 2021. Et elle s'intéresse aux services de consultation, aux interventions psychosociales en santé mentale et physique. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci pour la belle introduction et pour tous entre nous pour être ici. Merci beaucoup. Andrew va partager l'écran. Merci beaucoup. Et bon, en collaboration avec mes collègues, on était introduits déjà. Nous voudrons vous partager un peu des idées à propos de comment la technologie numérique peut améliorer l'accès aux soins de santé et services sociaux des minorités linguistiques, spécifiquement des anglophones au Québec, que c'est l'intérêt principal du Dialogue McGill. La suivante, s'il vous plaît. Les barrières linguistiques ont un réellement profond effet dans l'accès et la qualité des soins. Mais ces barrières et l'importance de ces sujets, ce n'est pas nécessairement reconnu à tous les instants. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Dans le contexte où on trouve des effets de barrières linguistiques en contexte de consultations médicaux et de services sociaux, il peut incrémenter les erreurs médicales, aussi avoir une augmentation des complications et résultats indésirables, et aussi avoir une diminution d'accessibilité, satisfaction avec des services et intervenants. Cela, c'est particulièrement important pour des interactions au Québec. Et il faut aussi considérer l'aspect légal. Par exemple, l'aspect de consentir au traitement dans un contexte où on ne peut pas nécessairement assurer que la communication est efficiente. La suivante, s'il vous plaît. Il y a plusieurs approches par lesquelles on peut surmonter ces barrières linguistiques. Un de ceux, c'est d'engager des professionnels plurilingues. Peut-être que c'est le mieux, mais ce n'est pas nécessairement disponible et effectif à toutes les instances parce que, bon, il faut avoir des professionnels plurilingues.
Autre considération, autre approximation, c'est d'engager des interprètes professionnels qui normalement a de bons résultats, mais encore, c'est un peu difficile d'avoir un interprète professionnel disponible à tout moment. Une autre approximation, c'est d'avoir une interprétation amateur. Occasionnellement, on utilise cela dans des milieux où il est possible, par exemple, membres de la famille ou quelques collègues qui peuvent faciliter la communication. Mais cela peut donner un faux niveau de confidence dans la communication qui n'est pas nécessairement garanti. C'est un principe pour deux variables, par exemple, par la manque de connaissances spécifiques au milieu de la santé, aussi pour l'assurance de la confidentialité et bon, peut donner ce faux niveau de confiance que ce n'est pas nécessairement garanti. Et bon, une autre approximation, c'est de prendre avantage des technologies numériques, que c'est le sujet qu'on voudrait explorer aujourd'hui. La prochaine, s'il vous plaît. Merci. Quand on parle de technologies numériques pour la santé, il y a beaucoup d'approximations et beaucoup d'applications. Un très important, c'est la télémédecine, comme a été expliqué dans la présentation antérieure. Et ça peut être utilisé dans des contextes de consultation, de suivi et de diagnostic. Mais il y a des autres technologies numériques spécifiquement développées dans le contexte de langage qui s'appliquent à la traduction automatique, synthèse vocale et analyse de texte, et qui sont développées principalement de manière indépendante de la technologie numérique pour la santé. Cependant, de manière plus récente, quelques applications sont appliquées spécifiquement pour la santé, comme des directives de prise de médicaments de manière automatisée, entretien d'admission ou information sur la santé, par exemple à COVID-19 ou dans d'autres contextes. Et bien sûr, il peut faciliter aussi la téléconsultation facilitée par des interprètes, qu'on vous parler après, et des applications spécifiquement conçues pour la traduction digitale en contexte d'application numérique, que mon collègue va parler un moment. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Quand on peut parler de meilleures pratiques dans le développement de ces applications, c'est important d'impliquer les parties prenantes aussitôt que possible, c'est-à-dire les développeurs, les utilisateurs et tous les deux, les cliniciens et les patients, et administrateurs locaux et publics. Si on fait cela tout au long du processus, c'est-à-dire de la phase de planification, l'essai, la mise en œuvre et l'évaluation des résultats tout au long de ce processus, on peut augmenter la possibilité de succès de ces initiatives. On ne peut pas complètement la garantir, mais la possibilité, c'est réellement plus haut. Je cède la parole à mon collègue Andrew. Merci. Oui, donc merci beaucoup, Jonathan, pour la belle introduction. Je vais continuer pour la suite de la présentation en vous donnant un peu l'état des données probantes sur les technologies telles qu'on la connaît, spécifiquement dans le contexte des barrières linguistiques appliquées dans les soins de la santé. Donc, on a Tonon et les collègues en 2021 qui ont fait une revue systématique, en fait, et ils ont identifié 48 applications qui ont été développées spécifiquement pour surmonter les barrières linguistiques, spécialement dans le contexte de la santé. Donc, on parle autant des applications téléphoniques, des applications pour les iPads, pour les ordinateurs ou des sites web, et des technologies pour l'interprétation ou pour l'accès à l'information ou la promotion de la santé. Et donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'environ 78% des applications qui sont identifiées avaient une acceptabilité élevée chez les usagers. Donc, autant, par exemple, les cliniciens que les utilisateurs, les patients, pardon, étaient satisfaits de la présentation des applications et de leurs utilisations. Et potentiellement, même plus important, c'est que 71% des applications qu'ils ont identifiées ont mené à des résultats positifs dans leur population respective. Donc, dans certains cas, ça réduisait la nécessité d'appeler une interprétation professionnelle qui peut avoir des avantages si l'interprétation professionnelle est difficile dans notre région. Mais spécialement, ça réduisait l'anxiété chez les patients qui éprouvaient des barrières linguistiques en contexte de communication et ça pouvait réduire le temps des consultations également. Donc, naturellement, si un patient et un clinicien ne se comprennent pas bien, peu importe, ça peut augmenter le temps nécessaire pour la consultation et ça génère de l'anxiété. Donc, si on a une technologie ou un outil qui peut nous aider à surmonter ces barrières-là, c'est sûr que ça peut réduire l'anxiété qu'on ressent. Et spécialement pour les technologies qui étaient un peu plus de promotion de la santé ou à l'accès à l'information, ils ont vu que certains usagers avaient une meilleure qualité de vie et qu'il y avait une meilleure prise en charge de certaines maladies chroniques, donc par exemple le diabète ou le cancer, et ainsi de suite, parce que justement, on arrive à mieux comprendre l'information qui nous est présentée. Maintenant, si on se concentre vraiment sur et uniquement sur les technologies comme outils d'interprétation, il y a vraiment deux grandes catégories.
Donc, la technologie qui peut nous aider à liaiser avec un interprète professionnel ou la technologie qui va être utilisée en tant qu'outil d'interprétation en elle-même. Donc, dans la première des catégories, on parle bien. Donc, c'est vraiment toutes les technologies qui nous aident à interagir en temps réel avec un ou une interprète, peu importe de la distance géographique entre nous. Donc, on peut penser aux applications audiovisuelles, Zoom, même juste le téléphone ou des applications un peu plus spécialisées comme Medcom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment chez les usagers, autant les cliniciens que les patients, une satisfaction similaire entre l'interprétation à distance et l'interprétation en personne. Surtout s'ils ont reçu une formation sur comment utiliser les technologies, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est, comme il a été mentionné dans la présentation antérieurement, on a accès à plus de langues disponibles dans la région, qu'on ne dépend pas juste des interprètes qui sont disponibles dans la région auquel on se trouve. Et spécifiquement, il y a certaines études qui ont été menées également où est-ce qu'ils ont introduit ces genres d'outils dans leur système de santé et ils ont remarqué que ça réduisait le temps d'attente pour une interprétation professionnelle. Donc, certaines études ont noté que le temps moyen d'attente est passé de 60 minutes à 5 minutes, donc vraiment une belle diminution du temps d'attente. Et certaines technologies peuvent aussi faciliter l'utilisation des services d'interprétation parce que si c'est plus accessible, si on devient familier et c'est plus rapide, on est plus porté à utiliser ces technologies-là. Donc, c'est une belle option, l'interprétation à distance, mais c'est certain qu'on est quand même dépendant d'une ressource humaine disponible. Donc, si on n'a pas accès à une ressource humaine, même à distance, une autre option, ça serait d'utiliser une technologie qui nous permet vraiment d'interpréter directement sans avoir recours à un ou une professionnelle. Donc, évidemment, on parle d'applications de traduction ou d'interprétation. Donc, on peut penser à Google Translate ou Microsoft Translator, par exemple. Et vraiment, le bienfait ici, c'est qu'on a une interprétation immédiate et qui devient peu coûteuse au long terme. Mais comme il y a plusieurs études qui ont noté qu'il y a un risque de traduction inexacte en utilisant des applications courantes, comme Google Translate, par exemple, et que le domaine de la santé et des services sociaux, c'est un domaine où il y a des enjeux super importants au niveau de l'éthique, au niveau du langage qu'on utilise, au niveau de la sécurité et tout. C'est vraiment important de développer des applications qui sont spécifiquement conçues pour la santé et qui vont être utilisées dans leur contexte spécifique. Donc, une approche qu'on voit qui est utilisée présentement, c'est de développer des applications aux phrases préétablies. Donc, ici, je vous présente juste une application parmi tant d'autres, Call Assist, qui a été développée en Australie, en fait. Et ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont identifié un certain groupe de phrases qu'ils voulaient utiliser et ils ont traduit ces phrases-là disponibles en 11 langues. Donc, l'application nous permet de choisir la langue d'interprétation, choisir une phrase et elle va traduire la phrase à voix haute, en écrit et avec une assistance visuelle, donc une image ou peu importe. Et c'est une application qui nous permet vraiment d'avoir une discussion, choisir une réponse et tout entre le patient et le clinicien. Et ça, dans des contextes de conversation médicale simple. Donc, des besoins des patients, la prise de médicaments, des instructions quand manger, quand se lever, et ainsi de suite. Et ils ont vu, quand ils ont fait le développement et la mise à l'essai, et ainsi de suite, ils ont vu que les patients et les cliniciens étaient satisfaits de ces outils. Ça pouvait diminuer le temps de consultation et l'achèvement des consultations même ont augmenté. Mais c'est super important de noter que ces applications-là sont à être utilisées en conversation médicale simple et non pas dans des conversations, par exemple, médico-légales, de consentement ou de diagnostic poussé, parce qu'il y a plusieurs experts en langage qui ont noté que les conversations poussées de ce niveau-là méritent une approche déjà humaine et une interprétation vraiment professionnelle. Donc, voilà, je vous ai présenté quelques technologies qui peuvent être utilisées, mais ce n'est pas super nécessairement facile à implémenter et tout. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Marika qui va continuer pour la suite de la présentation. Merci. Oui, donc bonjour, moi je vais vous parler plus des considérations et des obstacles pour la mise en œuvre ou l'implémentation des technologies d'interprétation. Donc, pour commencer, l'utilisation d'une technologie et donc sa mise en œuvre éventuelle dépend de l'attitude et d'un individu à l'égard de cette technologie, notamment ce qui concerne sa facilité d'utilisation et son utilité. Donc, quand on pense à mettre en œuvre une technologie d'interprétation, c'est important de considérer les perspectives et la satisfaction des cliniciens et des patients à l'égard de ces technologies. Donc, ça rejoint un peu à la présentation d'avant. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, pour commencer, la perspective des cliniciens. En général, donc, comme Andrew l'a mentionné, les cliniciens sont satisfaits et à l'aise avec l'interprétation à distance et les applications de traduction.
mais encore quelques préoccupations ou considérations qui ont été soulevées dans la littérature. Donc, il y a une préférence générale quand même pour l'interprétation en personne. Sinon, l'interprétation en vidéo est préférable à l'interprétation téléphonique parce que les cliniciens ont relevé qu'ils peuvent plus facilement voir si l'interprète a des hésitations, ce qui permet une clarification plus rapide. Et concernant les applications, donc comme Andrew l'a mentionné, il y a plusieurs études qui ont noté le danger de traduction inexacte. Et ces problèmes de qualité créent des risques que le clinicien doit gérer. Et ça peut vraiment impacter leur désir d'utiliser ces outils. Et c'est aussi parfois difficile pour les cliniciens d'utiliser une nouvelle technologie et de changer ses habitudes de travail. Une prochaine diapo. Pour les patients, il y a une étude systématique qui a montré aussi que les patients généralement étaient satisfaits de la présence d'interprétation, peu importe laquelle. Mais il faut aussi considérer que généralement, comme les cliniciens, ils préféraient plus particulièrement l'interprétation face à face, puis ensuite l'interprétation vidéo, puis ensuite l'interprétation téléphonique. Il y a aussi des caractéristiques sociodémographiques qui peuvent avoir un impact sur le désir d'utilisation d'une technologie. Donc, par exemple, il y a une étude qui a trouvé que chez les patients de minorités linguistiques qui sont plus âgés, même s'il y avait un enthousiasme pour l'utilisation des outils d'interprétation, chez certains, il y avait quand même un manque de compétences et de méconnaissance. Et aussi, il y a des études qui ont relevé que le statut socio-économique aussi peut avoir un impact sur la littératie numérique. Donc oui, il y a une satisfaction avec l'interprétation, mais il faut aussi considérer les caractéristiques de la population cible, il faut considérer les caractéristiques individuelles du patient pour s'assurer que l'outil est approprié et considérer les préférences et la satisfaction des utilisateurs pour une mise en œuvre adéquate. Prochaine diapo. Oui, donc maintenant, en ce qui concerne les défis et considérations organisationnelles de politique publique, il y a des experts qui ont noté le manque de gouvernance et de coordination en termes de développement, d'évaluation et d'implémentation des technologies numériques de la santé. Et ça va s'appliquer aussi aux technologies d'interprétation. Donc, dans la revue de Tonon que Andrew a présentée plus tôt, seulement 69% des applications ont été évaluées scientifiquement. Donc, avant d'implémenter une technologie, il faut s'assurer qu'elle est efficace. Et seulement la moitié des applications a inclus les utilisateurs dans leur développement. Donc, c'est quelque chose qui est un problème. Puis, ça faut définitivement s'assurer que les utilisateurs sont inclus dans le développement. Il y a aussi un manque de ressources et de personnel technique. Souvent, les hôpitaux n'ont pas toujours les appareils qu'il faut pour mettre en œuvre les outils d'interprétation ou l'interprétation à distance. Puis aussi, un manque de personnel technique qualifié dans le système public pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements, les bonnes pratiques de sécurité. Et c'est ça, pour certaines technologies, la confidentialité et la sécurité des patients ne peuvent pas être assurées, comme Zoom, qui a déjà eu des failles de sécurité. Donc ça, c'est une barrière importante pour l'interprétation à distance, par exemple. Il y a aussi des considérations d'accessibilité. Donc, il a été noté que certaines technologies de télémédecine qui ont été recommandées par le ministère de Santé et de Services sociaux au Québec ne sont pas nécessairement accessibles avec certains vieux ordinateurs qui sont encore en service dans le milieu hospitalier ou qui sont inutilisables dans des environnements sans accès à l'Internet haute vitesse, donc par exemple dans les régions rurales et éloignées. Donc tout ça, c'est des considérations et des barrières qu'il faut prendre en compte pour l'implémentation des technologies d'interprétation. Donc, ceci dit, je vais céder la parole à Jonathan. Merci beaucoup. Et bon, avec tous ces contextes, on voudrait parler un peu des défis et opportunités spécifiquement au milieu du Québec pour les communautés anglophones. La suivante, s'il vous plaît. Comme vous savez, le Québec, c'est une province francophone, mais il y a une bonne proportion des anglophones qui sont distribués d'une manière qui n'est pas uniforme. Si bien on peut savoir qu'il y a plusieurs anglophones à Montréal, ils sont distribués tout au long de la province
Et il faut que tous ceux qui ont besoin d'accès à services sociaux et de santé chez soi ont cet accès. Cela, ce n'est pas nécessairement le cas. La suivante, s'il vous plaît. Il y a quelques établissements de santé et services sociaux désignés anglophones ou bilingues. Ici, c'est tout au long du Québec. Comme vous pouvez le voir, c'est similaire à la distribution des anglophones, mais cela ne garantit pas que chaque personne qui a besoin a quelques établissements près de chez soi. Cela, c'est le cas même à Montréal. Suivant, s'il vous plaît. Si bien nous avons beaucoup d'établissements de santé anglophones à Montréal, il y a encore une manque d'accessibilité pour certains services, par exemple comme l'orthophonie ou les services sociaux. Pas nécessairement, on a toujours quelqu'un disponible qui peut fournir des services en anglais. La suivante, s'il vous plaît. Cela nous permet d'explorer quelques opportunités et défis qui sont liés naturellement. Peut-être que la première est liée un peu à la pandémie et la grande augmentation au Québec. Près de 80% des consultations c'était par télémédecine et beaucoup d'entre eux, c'était pour la première fois pour les praticiens. Si on continue à l'utiliser, on peut réduire les barrières géographiques pour anglophones québécois. Certainement, le défi, c'est assurer une formation continue pour professionnels de la santé et services sociaux dans ces contextes. On peut aussi explorer le potentiel de la consultation interprovinciale, c'est-à-dire les anglophones au Québec peut-être bénéficieront d'avoir accès à services situés dans les autres provinces et personnes des autres provinces aussi d'avoir accès au Québec. Ce n'est pas exactement facile par la structure politique et de politique publique de ces services, mais c'est une opportunité en fait notée pour Report Health Canada. Alors, peut-être que c'est une bonne collaboration pan-canadienne à ce moment. Oui. Jonathan, il y a 2 minutes. Merci. Okay. Une autre approximation, c'est augmenter la disponibilité des technologies de langage et santé plus pratique et partager l'information et technologies existantes parmi les établissements. Mais certainement, si on fait cela, on doit assurer la cybersécurité, confidentialité, la maîtrise des technologies pour ceux qui ont besoin et mieux comprendre l'évaluation et les résultats réels de cette technologie. La suivante, s'il vous plaît. Couramment, Dialogue McGill conduit une enquête chez les professionnels de santé pour savoir un peu plus à propos des technologies linguistiques qu'ils utilisent, le degré de satisfaction avec ces technologies, les fonctionnalités qu'ils aiment ou qu'ils veulent et l'intérêt pour l'utilisation future. Nous voudrons vous partager cela dans le futur proche. Le suivant, s'il vous plaît. Finalement, Dialogue McGill s'est très intéressé à ce sujet. Un de nos intérêts principaux, c'est de mieux comprendre les variables qui affectent l'accès à services sociaux et de santé pour les anglophones au Québec. Alors, on voudrait tester la technologie numérique avec les communautés anglophones au Québec, explorer comment la navigation des services par l'épée peut intégrer la technologie numérique. Et nous sommes très ouverts à discuter le financement de projets innovants dans l'intégration de cette technologie numérique pour l'accès des anglophones au Québec. Si vous avez quelques idées ou quelques projets dans cette intégration, s'il vous plaît, on voudrait savoir de vous et avoir une conversation. Écris-nous et nous serons très contents d'avoir une conversation. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, merci. Je vous demande encore de mettre des questions. Il y en avait quelques-unes qui sont rentrées tantôt, puis je suis très contente d'avoir une belle discussion à la fin. Je vais maintenant passer à notre troisième présentation de l'après-midi. C'est une présentation s'intitulée Qui sont-ils? Excuse-moi. Une exploration multicritère des profils sociaux de la communauté linguistique de langue minoritaire anglaise au Québec et elle est présentée aujourd'hui par une équipe de la Ville de Québec, Yann Warnke de l'Université Laval et Lauralee Bolger, also de l'Université Laval. Yann est un géographe depuis 40 ans. Il est spécialisé en analyse de l'accès aux services de santé des populations de langue officielle minoritaire au Canada. Il participe à plusieurs initiatives de recherche et de structuration des analyses qui lient des données médico-administratives et des données contextuelles. Il travaille présentement sur des modèles de structuration et présentation des informations en format dynamique en ligne.
Son collègue Laura-Lee Balger travaille comme géographe depuis 20 ans. Elle est une grande animatrice de terrain et elle spécialise en cartographie historique et représentation de l'information en ligne. Yann et Laura-Lee, je vous cède la parole. Alors, merci Jennifer pour la présentation, puis merci pour l'occasion aussi de partager un peu des résultats de notre recherche qu'on avait entamée avec l'hôpital Jeffrey Hill, mais aussi avec le financement de Santé Canada à travers le centre d'expertise, puis avec le soutien du service communautaire de Jeffrey Hill. Et bien sûr, Laura-Lee puis moi, on avait travaillé là-dessus depuis 2-3 ans dans un projet qui s'appelait GeoData. Ici, c'est juste une partie du travail qu'on avait déniché, mettons, à travers de tout ça. Alors, le numérique. Oups, voilà. Sont quoi les défis des minorités linguistiques en situation minoritaire concernant le numérique? Premièrement, on sait qu'en termes de questions, il faut qu'on tienne compte du nombre, de la répartition géographique et les caractéristiques de voisinage de cette population-là. Et pourquoi? Bon, je pense que ça a été déjà amplement discuté, mais c'est qu'il faut adapter les politiques et programmes, il faut comprendre les besoins, faciliter l'accès aux services, il faut conceptualiser la situation des classes. Il faut les contextualiser. Puis je parle beaucoup de contexte parce que géographiquement, souvent, on regarde des choses à la pièce, puis on ne contextualise pas pour donner un sens aux choses. Et voilà. Alors, les objectifs de présentation, c'est comment démontrer clairement comment le numérique peut faciliter la vitalité communautaire et le sentiment de bien-être. Indirectement, évidemment, parce que c'est les connaissances qu'on tient à partir du numérique. Et aussi, comment on peut adapter les politiques et programmes et comprendre les besoins et faciliter l'accès, puis conceptualiser cette situation des classes. Alors, le but, finalement, là, c'est d'introduire une interface dynamique avec cartes et graphiques que Laura-Lee va présenter tantôt. Puis aussi 2 exemples concrets des profils bivariés qu'on avait faits à partir d'une analyse multicritère de 380 différentes variables de déterminants sociaux de la santé pour en dégager quelques-uns qui seraient significativement constants pour être capable de cerner les caractéristiques de la population d'expression anglaise. Alors, le projet GeoData, c'est une initiative du service communautaire Jeffrey Hill. On a développé, lors de ce projet-là, financé par Santé Canada, on a développé un protocole de géolocalisation, géocodage si vous voulez, puis aussi d'anonymisation des données clinico-administratives. Alors, ça, c'est la première fois qu'on prend des données administratives, des services en anglais. Alors, on a des informations sur les usagers des services en anglais et on sait quel type de service, on a toutes sortes de données là-dessus. Alors, il y a une richesse inestimable, incommensurable finalement, dans cette information-là, qui est sous-utilisée finalement. Ça a été déjà décrié à l'ACFAS, entre autres, en 2017. On a contextualisé cette information en créant des profils de données sociodémographiques. Alors, on géolocalise l'information, et par la suite, on regarde comment l'entourage ou le milieu peut nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on voit en termes d'utilisation des services. Alors, cette contextualisation, c'est là qu'on va regarder, puis après ça, on va regarder quelque chose de vraiment concret, l'utilisation des services de santé mentale. Pour les profils, on a utilisé 380 variables par la langue, par le groupe d'âge, 6 échelles géographiques qu'on a acquis des recensements Canada pour 2016. Pour les données sur la santé mentale, on a analysé 48 330 actes de services communautaires Jeffrey Hill de 2015 à 2020, mais on va se focusser vraiment pour 2019-2020 pour regarder la transition avant la pandémie et pendant la pandémie. Et aussi, on a 1 700 000 actes de services dans le Suisse de capitale nationale de 2019 et 2020.
faut comparer. Il faut créer une base comparative, c'est très important. On n'a pas fait une analyse statistique poussée, là. C'est vraiment une description, c'est une exploration qu'on fait ici. Et on a développé une infrastructure d'analyse et de diffusion en ligne qui nous permettent justement de regarder cette information. Puis les cartes qui vont être tirées de ça, vous allez les voir tantôt. Alors, la population d'expression anglaise, on a déjà parlé un petit peu de ça, c'est à peu près 1 million au Québec, 13% de la population. 80% de cette population, c'est dans la région de Montréal, 20% répartis en différents types de concentrations à travers le reste du Québec. Dans la région de Suisse, la capitale nationale, la ville de Québec, on a à peu près 14 870 personnes, c'est à peu près 2,1% de la population totale. Alors, le papier comparé à Montréal, c'est très différent. Et dans le reste du Québec aussi, c'est très différent. OK, la répartition selon 25 régions socio-sanitaires va être présentée dans une carte. On va les voir dans un instant. Puis, on va voir ici une forte concentration dans l'Ouest. Okay? Puis, on dirait, si on utilise 7 niveaux d'échelle d'analyse, tout simplement, ben là, tout se passe dans l'Ouest. Hein, il n'y a rien qui se passe ailleurs. Mais aussitôt qu'on change cette perspective, ça c'est par réseau territorial de services, c'est une région socio-sanitaire finalement depuis 2015. Si on regarde la même population, mais on le répartit d'une autre façon, là on regarde des petites unités, des municipalités puis des secteurs de recensement. Alors dans les régions métropolitaines très urbanisées, on utilise des unités qui s'appellent le secteur de recensement. Et voilà, tout à coup, on a une autre perception de la distribution, puis on peut mieux cibler cette clientèle, puis relier les données des usagers, peu importe le service, que ce soit pour la santé, l'éducation ou d'autres, ou l'emploi, on peut le mieux localiser et le mieux comprendre. La question, c'est comment on peut transmettre cette information aux autres. Comment on peut le diffuser. Puis là, je vais laisser la parole à Lauralie. Lauralie, je ne sais pas si tu veux prendre contrôle, tu me dis tout simplement de cliquer quand… OK? Ah, OK, j'approuve. OK, je te laisse. OK, voilà, Lauralie Boger. OK, je vais juste voir, est-ce que ça marche? OK. Donc, nos analyses concernent la combinaison ou la superposition de plusieurs couches à plusieurs niveaux géographiques. Ça nous permet de faire une analyse qui peut partir du très grand au très petit. Donc, on peut le voir ici qu'on peut partir d'un territoire puis aller au réseau territorial de services, au CLSC, au secteur de recensement, aux aires de diffusion. Donc, la partie que moi je présente, c'est notre diffusion et analyse en ligne des données. Donc, comment qu'on a utilisé un tableau de bord. Donc, c'est une application web produite par Esri. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau de bord? Donc, un tableau de bord est un vue d'ensemble d'informations géographiques sur une seule page où on peut voir la géographie, on peut voir les tableaux, des graphiques, un instant, le nom m'échappe, un capteur de progression et ainsi de suite. On a tout dans une image qui nous permet de prendre des décisions ou de voir visuellement l'analyse des données de population. Donc, le tableau de bord est une vue d'information de données géographiques qui est conçu pour afficher plusieurs visualisations en même temps qui fonctionnent ensemble sur un seul écran. Il offre une vue complète des données qui fournissent ces informations et, entre autres, les informations s'interagissent entre elles. Puis ensuite, c'est composé d'éléments configurables et les actions appliquées avec ça, telles que les cartes, des listes graphiques, des capteurs de progression, des indicateurs, tableaux, puis ça occupe 100% de l'image que vous voyez sur l'écran. Donc, un bon tableau de bord qui est efficace va attirer votre attention sur les données qui sont nécessaires, va montrer, va donner une possibilité de comprendre
les données parce que des fois, en regardant juste un graphique, on n'arrive pas à visualiser l'ampleur de l'analyse. Donc, notre tableau de bord, c'est composé de cartes, de listes, de graphiques, des indicateurs, des sélecteurs de données qui permettent de jouer en profondeur sur une géographie spécifique, par exemple. Donc, voici notre tableau de bord. Donc, comme je vous dis, ici, j'ai une petite barre latérale, un capteur de progression. On a les cartes. On a des sélecteurs ici qui permettent de sélectionner une géographie pour zoomer. Et ici, on a des graphiques. Donc, je vais défaire le tableau de bord. Donc, au départ, on a l'en-tête ici. C'est la zone qui est réservée soit pour un titre, un logo. On rajoute aussi des sélecteurs qui permettent de jouer dans tous les autres éléments. Donc, ici, dans ce cas-ci, on a mis des sélecteurs par CLSC et par RTS qui permettent de zoomer et afficher les graphiques selon l'élément choisi sur l'en-tête. On a une barre latérale qui est cachée la plupart du temps, mais cette zone est réservée pour des données, des données supplémentaires qu'on aimerait donner. Donc, dans ce cas-ci, on a présenté le mode de fonctionnement et les sources de nos données. En plein milieu, les cartes jouent le rôle central de notre tableau de bord. Ils interagissent avec tous les autres éléments. Donc, puis ici, dans les cartes, on a accès à la légende, on peut sélectionner les couches, on peut changer la carte de base. Sur la carte, il nous permet d'avoir des pop-up. Donc, le pop-up, il affiche tous les données reliées aux géographies en question. Ici, c'est un petit exemple d'une analyse bivariée entre deux éléments. Donc, pour parler d'une analyse bivariée, une analyse bivariée représente deux variables, comme par exemple ici, nous avons les actes de service en santé mentale pour le Jeffrey Hill en 2019 comparé avec le CIUS de la capitale nationale en 2019. Donc, ça nous permet de visualiser la relation spatiale entre deux éléments. Donc, pour donner un exemple d'analyse bivariée, ici, on a ici, ça c'est le multicritère. Donc, on a la carte de Québec qui montre, le bleu, c'est les réponses, des réponses multiples de plusieurs langues parlées à la maison. Et le rose, c'est les gens qui sont bilingues anglais-français. Donc, on voit ici, ça c'est l'analyse de base à gauche. Puis à droite, on rajoute on normalise nos données par rapport à la population anglophone. Donc, entre autres, dans le tableau de bord, on a des graphiques. Donc, comme ici, on peut voir que les graphiques sont configurés pour interagir avec les autres éléments. Un zoom sur la carte va cibler les barres sur les graphiques et ainsi de suite. Il y a plusieurs de nos tableaux qui sont téléchargeables, donc on peut faire un filtre, puis disons, on veut Québec, Basseville, Limoilou et Charlesbourg. On peut sélectionner ces trois géographies-là et télécharger les données pour continuer notre recherche. Puis la dernière chose qu'on a, c'est des capteurs de progression. Donc, les capteurs de progression affichent la position d'une valeur dans un contexte quantitatif qui est défini par des valeurs minimales ou maximales. Cette valeur est visualisée par une bande colorée, donc qui s'affiche sous forme de nombre brut ou pourcentage, donc soit en pourcentage en continu ou pourcentage discret, ça peut être, je ne me souviens plus des autres. Donc, on a d'autres formes. La forme, c'est soit en cercle, le fer à cheval ou le demi-cercle.
Et Yann, je crois que je vais te redonner la parole. Et voilà. Là, premièrement, il faut dire que tous ces éléments dans le tableau de bord que Lauralie a présenté, ils sont conçus selon des objectifs et les besoins. Qu'est-ce qu'on veut démontrer? Ça, cette question-là, il devrait être débattue à prime abord parce que sinon, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'on va... Ce n'est pas une solution miracle. Et deuxièmement, ça va prendre un certain apprentissage de comprendre comment manipuler pour en tirer le maximum de bénéfices de ça. Alors, les webinaires, etc., sont prévus dans la prochaine année pour justement démontrer comment on peut utiliser cet outil en ligne. Puis éventuellement, ça va devenir peut-être un atlas, qui sait. OK, peut-être on espère de voir. Mais on a besoin surtout de beaucoup de rétroaction là, sur... de feedback sur c'est quoi le contenu, c'est quoi les suggestions, c'est quoi les éléments qui seraient intéressants à regarder à plus long terme. Alors ici, en regardant les profils multicritères par voisinage, moi j'ai pris 380 variables, puis je les réduit à 115, puis j'ai appliqué une technique qui s'appelle ACP, donc c'est d'essayer d'isoler un composant principal qui regroupe le maximum de variations. Puis, parmi ceux qui étaient dans le premier composant, j'ai cartographié cette information. Ça crée le contexte dans lequel on va trouver d'autres types d'informations. Donc, les données de recensement de 2016, par 2507 secteurs de recensement et subdivisions de recensement. Ça constitue pour moi le voisinage qu'on a construit. C'est un voisinage local. Et les recherches par Pampalon et Desconnex ont démontré que le secteur de recensement est surtout pertinent pour cerner le voisinage en milieu urbain. En milieu rural, on utilise souvent la municipalité, la subdivision de recensement, comme moyen pour essayer de cerner c'est quoi la vie communautaire en dehors des grandes zones urbaines. Cette information est superposée par région plus grande, comme par exemple, on peut superposer, comme on a vu avec la carte de Lauralie, les différents niveaux d'information, et ça va apparaître aussi dans le tableau de bord. Le concept linguistique. Je vous donne le 2 minutes. OK, parfait. OK, merci. Le concept linguistique, c'est la première langue officielle parlée. Et alors, les indicateurs, OK, sont tirés de l'analyse multivariée, comme je vous ai dit, puis la comparaison se fait par des cartes bivariées. OK, puis je vais tourner ici, là, rapidement. Ça, c'est la carte bivariée. Ici, c'est la langue, la population qui est bilingue, qui parle anglais et français à la maison, et est mise en rang. Alors, ceux qui sont très hauts, qui sont bilingues, sont comparés avec le rang de ceux qui ont multiples langages. Puis les bilingues font partie de ça aussi. Alors, on voit que Montréal, si on regarde Montréal, c'est vraiment tout le monde qui est bilingue, et aussi il y a des multiples langages qui sont là, alors ils sont tous dans le haut. Les deux sont très hauts. Par contre, aussitôt qu'on divise ça par la langue de population anglaise, puis on le relativise, tout à coup, on voit qu'en dehors de la région de Montréal un peu, puis ça, on va voir dans la prochaine diapo, le rose commence à apparaître, ça veut dire la population qui est bilingue. Alors, ce qui veut dire que la population est plus bilingue en dehors des villes, en dehors de ces zones urbaines. Okay? Ça, c'est un exemple. Okay? Quand on regarde les services touchant la santé mentale, on a analysé 4 différents actes de service. On a regardé les proportions et le nombre total des actes touchant la santé mentale, puis on a fait la comparaison 2019 et 2020. Alors, ce qu'on trouve qu'il y avait une augmentation d'actes de service de 64,1%. Mais par contre, ce n'est pas égal à travers les 4 différents services. Donc, certains services ont augmenté de 34%, ou dans le cas de services psychosociaux, ça a augmenté de 141%. Okay, de 2010 à 2020. Ça, c'est des services dispensés par le professionnel de la santé en anglais à Jeffrey Hill. Alors, ça c'est la première fois que je montre ça.
on va entendre parler probablement longtemps. Si on regarde la répartition sociale, on se pose des questions, comment ça, c'est différent, ça, d'où ça vient, etc. Et d'où la localisation, essayer de comprendre quelle population a généré tout ça. Voilà, je vous laisse avec ça. Puis, c'est une histoire à suivre. Oui, plaisir. absolument. Oui, Voilà. Je me sens comme on vient juste de rentrer dans Oh. Bon, merci beaucoup, Lurley et Yann. C'est sûr que C'est plaisir. c'est super intéressant. Et on va certainement entendre parler plus de vos travaux. Bon, on est rendu à notre 4e présentation de l'après-midi et notre dernière. Cette présentation s'appelait COVID-19 et les variabilités des méfaits et réponses numériques chez les aînés francophones en contexte minoritaire, présenté par Boniface Bahi et Martine Pellerin, les deux de l'Université d'Alberta. Boniface Bahi est professeur d'anthropologie de la santé à l'Université d'Alberta et spécialiste en bioéthique, santé publique et sociologie. Ses recherches portent sur les enjeux des services de santé en français, l'inclusion des nouveaux arrivants et les vieillissements différentiels chez les francophones en milieu minoritaire. Il est auteur des dérives et réussites sociales en Afrique et a publié de nombreux articles dans ces domaines de recherche. Martine Pellerin est professeure adjoint et doyenne adjoint du campus Saint-Jean à l'Université d'Alberta. À travers ses projets de recherche, actions collaboratives avec des enseignantes ouvrant dans les contextes immersifs, elle examine les problématiques de l'utilisation de l'oral deuxième langue comme outil au service de la communication, l'apprentissage et l'évaluation, ainsi que l'utilisation des technologies mobiles et l'inclusion en classe immersive. Je vous passe la parole, Boniface et Martine. Alors, merci beaucoup. Merci à Anne et son comité, l'Institut, pour cette idée de participer à travers un colloque à cette expérience fondamentale du congrès. Voilà. Alors, normalement, on devrait être 2, comme vous l'aviez présenté, mais et c'est moi qui était supposé manquer pour des questions de santé physique un peu. Mais au dernier moment, ma collègue a eu des empêchements. Alors, bon, je suis obligé de me forcer là. Alors, COVID-19 et variabilité des méfaits et réponses numériques chez les aînés francophones en contexte minoritaire. Alors, je fais un petit plan rapide, classique. Voilà, donc, premièrement, donner un aperçu de la conjoncture de la pandémie de COVID-19 et ses mesures barrières. Aussi, indiquer aussi ce qu'on peut appeler les visages pré-pandémiques de l'isolement social chez les aînés francophones. Alors, vous aurez compris que ici, les méfaits, je dirais, le méfait fédérateur en termes de facteurs prédominants, c'est surtout l'idée de l'isolement social des aînés que nous avons beaucoup regardé. Donc, mais qu'est-ce qu'on entendait? Quels étaient un peu les supports, je dirais la sphère factorielle selon les individus eux-mêmes et qui vont être pondérés d'une certaine façon par les interventions sociales, ce que j'aime appeler les interventions non pharmaceutiques. Alors donc, après, voir le numérique, voyez, et la quête de proximité psychosociale dans la distance géographique. Alors, autant les mesures barrières vont créer la distance géographique
qui existe déjà à travers même le statut d'aîné, de manque d'autonomie parfois. Et donc, c'est dans cette quête de proximité, de recherche de la proximité sociale et psychologique, malgré la distance spatiale, le recours numérique, ce sont des éléments qui ont été prospectés et mis de l'avant beaucoup par ces personnes âgées. Alors, on va parler finalement, avec ces mesures barrières, ces interventions non pharmaceutiques, les réponses sociales, politiques et de santé publique, on va observer un dysfonctionnement, normalement dans les organismes de soutien, les organismes communautaires, dans l'action communautaire, mais en face de ce dysfonctionnement, il y a quand même des essais d'adaptation, de s'ajuster. Et c'est à partir de là qu'apparaissent ce qu'on peut appeler des pratiques gagnantes chez ces organismes-là. Et après, on verra bien qu'est-ce qu'on peut conclure. Alors, cette communication vise avant tout à décrire et analyser l'impact des réponses sociales, politiques et de santé publique en matière de communication, d'endiguement ou de réduction des méfaits, l'isolement social notamment, comme j'ai Vous avez croché le micro. Il faut ouvrir encore votre micro. Oh, non. Essayez encore. Le micro est à gauche en bas de l'écran. Voilà. Oui. Voilà. Excusez. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais donc, il y a l'idée avec toutes ces interventions non pharmaceutiques, il y a la recherche, je dirais, de mettre de l'avant des communications aidantes, des informations aidantes, endiguer ou réduire, à défaut de supprimer, les méfaits qui sont liés à la COVID-19. Et donc, ici, principalement, l'isolement social, vous voyez, chez les aînés francophones en contexte minoritaire canadien. Alors, de même aussi, face, comme je le disais tantôt, face au dysfonctionnement induit par ces interventions non pharmaceutiques ou réponses sociopolitiques et de santé publique, nous cherchons à relever des pratiques gagnantes quand même, vous voyez, au plan numérique notamment, chez les individus et aussi les organismes d'aide aux aînés, les organismes francophones. Alors, nos recherches, la première, littératie numérique de santé chez les aînés francophones en contexte minoritaire, et la deuxième, COVID-19 et mutation en action communautaire, quelles pratiques gagnantes sont financées successivement par Santé Canada et puis le CRSH et sont surtout encore en cours de réalisation. Alors, bien attiré par le thème du colloque, on s'est empressé pour aller puiser, je dirais, prendre ce qu'on peut pour participer à cette rencontre scientifique. Alors, cependant, les premières entrevues, comme je l'indique, qui sont semi-dirigées avec des aînés et des responsables d'organismes communautaires aussi, notamment la Fédération des aînés francophones de l'Alberta ou les Amis du Club des retraités. Voilà, ça nous permet de présenter les informations qui suivent. Alors, ce sont donc des témoignages auxquels un appui documentaire s'ajoute surtout. Alors, un aperçu de la conjoncture de la pandémie COVID-19 et ses mesures barrières. Le 30 janvier 2020, l'OMS déclare urgence, la déclare urgence de santé publique de portée internationale. Le 11 mars 2020, comme pandémie. Au Canada comme ailleurs, il y a eu une mise en œuvre d'un large éventail de réponses, mesures politiques et de santé publique.
Alors, il y a bien sûr ces interventions non pharmaceutiques qui comprennent la communication des risques et le confinement, de la distanciation physique aux mesures communautaires. Alors là, comme vous le savez, il y a eu les fermetures des écoles, les fermetures des travail, des services religieux, les lieux de divertissement, les bars, les restos, les entreprises dites non essentielles, les restrictions de voyage et même l'interdiction du rassemblement public. Il y a des mesures plus strictes encore, comme la mise en quarantaine, volontaire ou obligatoire, avec parfois l'usage des forces de sécurité, des familles, ou au niveau individuel et communautaire. L'impact de ces mesures dépend essentiellement de la manière dont les gens réagissent à leur introduction, et cela varie d'un pays à l'autre et même d'une localité à une autre. Alors, une investigation, bien sûr, s'impose pour identifier les niveaux de dysfonctionnement de travail ou de mission dans les services de santé ou organismes socio-sanitaires. Alors, pour comprendre un peu ce que j'appelle ici ce facteur vu comme prédominant l'isolement social, comment est-ce que, selon les individus et groupes, quels en étaient les visages pré-pandémiques d'une certaine façon de l'isolement social chez les aînés. Alors, bon, des témoignages, comme je l'ai dit, qui ne sont pas encore bien étoffés, bien achevés dans toutes les catégories des individus et des quelques régions que nous touchons. Des témoignages avec des membres, donc des amis du club des retraités et bien sûr aussi des responsables de la Fédération des aînés de l'Alberta, permet de situer une sphère factorielle de base de l'isolement social chez les aînés. Alors, tout le monde est d'accord pour parler du vieillissement différentiel. Et le vieillissement différentiel, bon, en gros, ce qu'on peut appeler le contraste entre l'âge chronologique et l'âge physiologique, la capacité de fonctionner, mais aussi l'âge avec le temps, le nombre des années, et c'est vu comme une manière reposant sur des parcours de vie individuels. L'appartenance aussi à un milieu social contributif à ce vieillissement qui peut être, je dirais, précoce ou plus retardé. Alors donc, il s'agit ici du survieillissement. Voyez, donc l'âge est jeune, l'âge chronologique est jeune, mais le corps physique là est déjà beaucoup usé. Et le sous-vieillissement. Alors ici, bien sûr, l'âge est élevé, le nombre d'années est élevé, mais l'individu, du point de vue fonctionnel, du point de vue physique, a encore beaucoup d'allant. Alors donc, la mobilité, on dit que ce sont les deux dimensions, survieillissement et sous-vieillissement, qui vont réguler l'autonomie et la mobilité de la personne. Alors, la perte aussi des conjoints ou de conjointes. Ça, c'est très, très important. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans les discussions de la littératie numérique des santé qui a commencé avant la pandémie, parce que quelqu'un vous dit, il y a une activité, voyez, il y a une activité, vous allez seul, mais les autres sont 2 à 2. C'est mieux de rester dans sa chambre. Alors, il y a bien sûr manque de mobilité ou de mobilité réduite. Vous voyez, ça c'est évident. Puis, les problèmes de santé mentale, santé, je dirais, cognitive, et ça, ce sont des choses qui sont bien, je dirais, documentées. La pauvreté, mais aussi l'absence des visites des membres des familles. Et bon, les discussions étaient allées jusqu'à parler d'investissement parental,
comment la présence à ses enfants ou aux autres membres de la famille pendant qu'on était encore dans sa vigueur, et comment cette présence aux autres, cet investissement, disons, la qualité de cet investissement parental donne des prébendes, hein, au temps des vieux jours, d'une certaine façon. Alors, il y a aussi le point sur l'analphabétisme numérique, voyez, et le manque d'interaction ou de création des liens, voilà, dans l'isolement géographique. Donc, on peut être dans la distance, dans l'éloignement, mais si on ne maîtrise pas avec toutes les belles présentations que j'ai entendues depuis hier et aujourd'hui, si on ne maîtrise pas ce support, hein, numérique, comment est-ce qu'on peut alors essayer de créer une sorte de proximité, hein, psychologique et sociale dans la distance spatiale. Donc, le numérique et la quête de proximité psychologique et sociale dans la distance géographique. Alors, l'isolement social désigne un manque d'interaction sociale à raison de divers facteurs sociaux, psychologiques et physiques. Il s'agit d'une cause importante de mortalité et d'une source de souffrance analogue aux souffrances physiques. Alors, Bibo et Fortin ont travaillé ce qu'ils ont appelé inégalité sociale et la souffrance sociale. Alors, les quelques témoignages sur ce chapitre, hein, touchent 3 points. La gestion du lien familial, hein, comme j'en indiquais tout à l'heure à travers la notion d'investissement parental, la gestion du lien familial, même une fois qu'on est dans les maisons de retraite, par exemple, comment est-ce que les enfants sont loin, il faut communiquer. Alors, donc ici, beaucoup ont parlé de FaceTime, hein, des supports comme le FaceTime, comme WhatsApp, Viber et tout ça. Alors, je trouve que c'est très important, ces supports-là. Il y a aussi surtout la gestion du lien médical. Voilà, le lien médical. Donc, tout ce qui touche le thérapeute et son malade. Vous voyez, le thérapeute, et on parle aussi des clients, des patients, des bénéficiaires et même des soins appropriés. Mais vous savez, les analyses qu'on a pu faire autour de ces notions, il semble que l'avènement des concepts comme client, patient, bénéficiaire est une façon de rendre invisible, hein, la crudité, la dureté de la société, parce que si la notion des malades, par exemple, peut inviter à une certaine forme d'urgence, à intervenir, peut inviter à des interventions, alors en rendant par les nouveaux concepts qui rendent un peu invisible cette idée de, je dirais, de crudité, de violence, on retarde aussi, on atténue cette capacité d'intervention de l'idée d'urgence. Voyez, donc, en simplement dit, la notion des malades, par exemple, peut inviter à des urgences interventionnistes, alors que les autres clients, patients, peut un peu camoufler, rend invisible cette violence. Alors, il y a l'isolement dans l'isolement avec les mesures barrières. L'isolement dans l'isolement avec les mesures barrières. Alors, sur cette doublure, il y a une sorte de doublure de l'isolement. Vous voyez, en ce moment, le curriculum affectable au silence, ça change. Vous voyez, ça change en devenant un peu trompeur en quelque sorte. C'est-à-dire quoi? Avant les mesures barrières, le silence de la personne aînée pouvait ouvrir sur une idée d'intervention, des demandes, des besoins d'aide ou d'urgence. Mais avec le confinement, par exemple, le silence semble normalisé, hein, atténuant cela l'effet d'urgence, en dehors des visites, bien sûr, de surveillance pandémique chez la personne aînée. Alors, j'ai dit qu'il y avait quand même ces mesures barrières avaient induit des formes de dysfonctionnement et face à ça, quelles sont les stratégies adaptatives, hein, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme pratique gagnante. Donc, dysfonctionnement et émergence des pratiques gagnantes chez les organismes de soutien
Les mesures communautaires, comme j'en indiquais en début de présentation, ces mesures communautaires dont les fermetures de travail, des services religieux, lieux de divertissement, entreprises non essentielles, interdiction des rassemblements publics, ça provoque un dysfonctionnement dans l'action communautaire. Alors, ce sont des points fédérateurs, un peu, des points de vue des responsables d'organismes avec qui on collabore. Boniface, Alors, je vous donne le signe de 2 minutes qui vous ah reste. oui, j'ai bientôt fini. Des mesures plus strictes comme la mise en quarantaine volontaire ou obligatoire, vous voyez, des familles ou individus et groupes participent au dysfonctionnement. Avant tout, le constat d'une inversion. Vous voyez, alors, on rentre ici dans ce qui peut être vu comme un peu positif. Hein. Avec cette pandémie, on peut faire le constat d'une inversion des valeurs comparativement aux pandémies de la peste, de la syphilis, avec les routes de la soie, où l'économie était brisée. Parce que cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On essaie de mettre les gens en confinement. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas pendant la grippe espagnole. Vous voyez. Alors ici, on sacrifie les pratiques économiques et on protège à travers les confinements la vie humaine. La volonté aussi de recherche des pratiques gagnantes au sens d'évitement de nouveaux coûts financiers et humains en gardant et renforçant la qualité des services rendus aux aînés, clients des organismes communautaires. Alors ici, ce sont surtout les responsables. Il ne faut pas que la pandémie induise des nouveaux coûts hein, dans les services à rendre. Donc, garder la qualité des services tout en minimisant hein, les coûts humains et financiers. Alors, il y a l'idée et le projet de mise en place d'une vigilance communautaire à travers l'organisation des réseaux sociaux par des médias sociaux. Alors, la vigilance communautaire ici, il faut préalablement hein, établir des réseaux de communication à travers les médias sociaux, responsabiliser certains individus. Et pendant la pandémie, puisqu'on ne peut plus se rendre visite, on va essayer de voir qui participe, qui communique, qui ne communique pas. Et comme ça, on peut référencer par la suite aux autorités communautaires ou de santé publique et autres. Alors, donc, c'est ça l'idée surtout fondamentale de la vigilance communautaire. Alors, il y a bien sûr les activités de causerie, débat par Zoom. Alors, que conclure? La pandémie de COVID-19 et la pondération de l'isolement chez les aînés francophones, chez les personnes aînées, de la nécessité aussi d'apprentissage de la littératie numérique, voyez, de santé chez les aînés, chez les personnes aînées. Alors, il y a là un élan vers un horizon d'atténuation hein, de l'effet d'urgence du silence anormal. Alors, le silence anormal avant la pandémie, on pouvait s'inquiéter. Mais ici, on crée le silence dans le silence. Donc, c'est comme on normalisait un peu le silence. Alors, vers une mise de l'avant de la vigilance communautaire, comme je l'indiquais tantôt, en contexte des pandémies, le télétravail et l'émergence des logiciels informatiques adaptateurs. Voilà, alors merci Santé Canada, CRSA, CNFL, le comité organisateur du colloque, l'Institut, et puis bon, j'ai mis une page des références. Des références. Ouais. Alors, merci beaucoup, j'en ai fini. Merci beaucoup, Boniface. Je pense que ça conclut avec un point très intéressant au niveau de l'impact et puis les possibilités avec l'utilisation des technologies. Et maintenant, on est rendu à la question-réponse, le segment de notre événement. J'essaie de garder l'horaire, mais on est rendu juste avec 5 minutes, période de questions, je pense, oui. Juste 5 minutes qui nous restent, mais si on a d'autres, on va expanser un petit peu le temps. J'avais juste une question,
deux dans un, question dans la boîte de dialogue. Et je vais commencer avec elle. Et on va voir la possibilité de demander d'autres questions. La question, c'est pour M. Durand et son équipe. Est-ce que la traduction vocale est particulièrement utilisée dans un contexte plutôt que d'autres, par exemple dans le milieu hospitalier versus clinique? Merci. Si je comprends bien la question, c'est-à-dire si la traduction automatisée vocale, c'est plus utilisée dans certains contextes? Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle est Mon utilisée impression- plus souvent? Oui. Mon impression à ce moment-là est que l'utilisation n'est pas réellement généralisée et quand il est utilisé, il est normalement dans les contextes les plus simples possibles. Alors, je n'ai pas les données spécifiques, mais j'imagine que normalement, il serait dans les premiers niveaux de contact plutôt que dans un milieu plus hospitalier et plus spécialisé, simplement parce que la manque d'exactitude dans la traduction pour ces approximations automatisées peut-être aurait beaucoup de risques si on la met dans des contextes critiques. Je peux peut-être juste élaborer un petit peu sur la réponse si on a le temps que Jonathan vient de donner. Selon ce qu'on lit, comme Jonathan a dit, ce n'est pas exactement mis à la grande échelle encore, donc on n'a pas nécessairement les données, mais selon ce qu'on lit, ça serait les applications d'interprétation, certainement, ça va être utilisé par des infirmières dans des contextes plus simples, comme Jonathan le disait, et c'est là vraiment qu'on verrait l'utilité à ça. Donc, pour l'aide à la prise de médicaments, pour faire des instructions de base simples et non pas nécessairement des grandes consultations ou dans des cas d'urgence ou des choses comme ça, où est-ce que là, l'application serait pas assez rapide ou peu importe. Je ne sais pas si ça répond à la question. La personne qui avait posé la question, c'était Michel de l'Université d'Orient, je pense. Michel de... OK, ça répond. Good. All right. Merci. Oh, votre main est élevée. Oui, Oui, avez-vous une après, question? Pourquoi ça m'a inspiré cette question? C'est parce que je suis clinicienne, mais aussi ici à Ottawa, à l'hôpital CHEO, l'hôpital des enfants de l'Est de l'Ontario, ils ont commencé justement à utiliser la traduction vocale avec des appareils numériques à l'urgence. Dans une situation critique quand même. Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Oui, c'est ça que j'avais vu, que dans les situations d'urgence, ils utilisent plus les applications que, par exemple, l'interprétation à distance. Parce que ça prend souvent un ordinateur, qu'il n'y a pas ces ressources-là à l'urgence souvent. Donc, c'est plus pratique d'avoir quelque chose sur le téléphone. Donc, mais je ne sais pas exactement pour les données comme Andrew et Jonathan l'ont mentionné. Good. Bon, on n'a plus de questions écrites. Oh, il y en a un nouveau message. 30 secondes. J'ai une question, un commentaire de M. Talbot. Comment sensibiliser, expliquer, vulgariser, 30 secondes, aux majorités l'importance d'avoir l'accès aux services de santé mentale ou autres services médicaux dans sa langue, même si on est bilingue, c'est ce qui est de plus en plus le cas pour les deux CLOSM, ou même si les outils bilingues sont de plus en plus répandus. Ça, c'était une question, je pense, plusieurs présentateurs. C'est toujours le défi de sensibiliser la population majoritaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait essayer de répondre? Michel. Moi, désolée, mais spontanément, ce que je pense, moi, en tant que professeur, prime abord, c'est la formation de la relève des futurs professionnels de la santé, de les sensibiliser à l'olfactif des services de santé, peu importe le milieu dans lequel ils se trouvent, mais particulièrement, nous, en tout cas, au programme de physiothérapie, notre mandat, c'est de favoriser l'olfactif des services en français parmi les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, je pense qu'il y a un volet formatif, si vous voulez, mais c'est une petite parcelle. Là. Il y a plusieurs facteurs. Oui.
Moi, j'avais des petites questions. Si je ne vois pas d'autres questions, je vais les poser. S'il y a d'autres questions que vous aimeriez poser en vive voix, soulevez votre main, puis je vous pointe, je vous identifier. Mais sinon, j'avais une question pour Yann et Laura-Lee. Est-ce que vos recherches vont être disponibles pour les chercheurs et des organismes communautaires dans le futur? Parce que c'est des choses Oui. que c'est sûr que c'est intéressant pour nous avoir accès. Oui. La recherche, premièrement, il y a un working paper qui est en train de se faire écrire à partir de cette information-là, qui est financée par QuestGrant, puis qu'on a eu une petite subvention pour justement l'écrire puis le publier cet automne. Si vous voulez expérimenter avec le tableau de bord qui est en format bêta, puis voir les défis d'utiliser puis en tirer quelque chose de ça, on serait très intéressé à avoir de rétroaction, savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que sont quoi les super. Il y avait un hyperlien, OK, c'est rendu public. Laura-Lee, corrige-moi, là, mais je crois que c'est rendu public. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat pour le monde d'avoir accès? Laura-Lee, peut-être tu peux le mettre dans le chat. Là, OK, il était dans la présentation, mais on pensait que la présentation serait diffusée aussi. Donc, voilà. Ça, je ne veux pas répondre. Peut-être un organisateur de colloque peut expliquer si les présentations vont être disponibles. Oui, elles le seront. On va travailler là-dessus, mais on n'a pas de... Ben, en fait, dans les prochains mois, là, on va vous recontacter pour ça, pour voir si tout le monde est d'accord. En premier lieu. D'accord. Et oui. Mais est-ce que je peux ajouter un commentaire sur le logiciel que vous avez utilisé? Oui, parce que moi, en fait, avec ma collègue qui est aussi géographe, elle a beaucoup... en fait, elle a essayé de jouer aussi avec. Donc, c'est vraiment tout un apprentissage comme n'importe quel autre logiciel. Moi, ce qui m'intéressait plus en tant que sociologue, c'était la fonction des story maps. Oui, story map. Donc, tu peux avoir vraiment du qualitatif, des extraits d'entrevues, des images que tu peux cartographier finalement, relier à d'autres données. Et puis, ça, je trouve que c'est un outil intéressant pour avoir comment je pourrais dire, un portrait ou mettre un petit peu justement de chair sur toutes ces données qui, des fois, sont étourdissantes quand on voit tout ça. Donc, ouais, c'est un bel outil, mais il faut l'utiliser pour bien se familiariser avec quand même. OK. C'est quelque chose qu'on peut faire au besoin aussi. Là. Les story maps sont très conviviables. Alors, on peut faire un récit local, par exemple, du vécu. Et ça serait extrêmement riche en termes de... Ben, je pense à la dernière recherche qu'a présentée Boniface. Ça pourrait être un outil intéressant pour présenter les données, des témoignages d'aînés. Moi, je trouve que ça vaudrait le coup. Absolument. Et on est rendu à 45. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une dernière peut-être à poser si vous me permettez. Bien sûr, je vous comprends s'il faut que vous quittez. Mais c'était une question pour Boniface. Parce que moi, j'ai vécu très, très concrètement l'impact au niveau de l'augmentation de la capacité des personnes âgées en utilisant des technologies pendant la pandémie. Et est-ce que vous avez eu l'intention de suivre ça à long terme, de voir l'impact de ce côté positif et s'il y a si ça bouge l'aiguille au niveau de diminution de l'isolement des personnes âgées. Oui, votre question touche le nœud même de la recherche et ma collègue qui n'est pas là, et mes parents n'existent plus, mais
ça l'a beaucoup aidé hein, pendant la pandémie. Et elle a beaucoup échangé avec ses parents et en même temps, elle est responsable des services technologiques comme vous l'avez présenté. Donc, c'est vraiment le nœud même de la littératie, c'est ce que nous appelons la littératie numérique de santé. Parce qu'on a vu que l'analphabétisme numérique a beaucoup pénalisé ces catégories de personnes âgées-là. Alors, si on veut vraiment les aider, et ça, c'est pour ça que les organismes de soutien étaient très intéressés pour voir quelles sont les pratiques innovantes, gagnantes, les nouvelles pratiques qui peuvent permettre justement de compenser, voyez, la distance spatiale à travers du numérique, créer une sorte de proximité psychologique. Donc, c'est vraiment une question très intéressante. Absolument. Bon, je pense que si je ne vois pas d'autres mains, je prends la parole pour fermer la session. Merci infiniment à tous les présenteurs aujourd'hui. C'était extrêmement stimulant. Moi, je trouvais la discussion, c'est la discussion de l'avenir. C'est une discussion, c'est pas la dernière fois qu'on entend parler de le développement de ce service, surtout pour les communautés éloignées, des communautés rurales. Des communautés qui doivent déplacer pour les services de deuxième ligne et tertiaire aussi. Et je pense que c'est comme je pense qu'il a été mentionné dans la présentation de Miguel, il y a un manque de personnes au niveau de le développement de ce territoire et je pense que les discussions comme aujourd'hui, c'est des bons coups d'avance dans cette direction. Oh, je viens de voir le lien pour les cartes pour la présentation de Yann et Laura-Lee dans le chat. Puis je vous encourage de prendre une seconde de faire copier pour que vous puissiez regarder plus tard. Bon, merci infiniment à tout le monde et c'était un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis c'est sûr que ce n'est pas la dernière fois. Mais je vous souhaite une belle journée. Profitez-en de la belle soleil qu'on a ici à Québec. Merci. Merci à tout le monde. Je vais juste vous dire un petit mot de la fin. Merci évidemment à tout le monde parce que c'est quand même, surtout qu'il fait très beau, c'est très demandant d'être devant un écran toute la journée. C'était passionnant d'écouter vos recherches. Il va y avoir une suite à ça. On va en fait vous envoyer des détails un petit peu plus tard pour vous donner l'occasion de publier un article sur vos recherches dans la revue de l'Institut qui s'appelle Minorités linguistiques et société, qui est une revue qui va avoir 10 ans. On est dans des anniversaires, 15 ans avec Wisecream, 20 ans l'Institut. Et puis, on va communiquer aussi à propos des vidéos. Quoi d'autre? Ben, en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a des champs d'expertise que je connais un peu moins. Et moi, personnellement, ça m'a permis vraiment de faire un tour d'horizon de qui travaillait un peu sur le numérique. Enfin, on n'a peut-être pas tout le monde, mais on a un bon aperçu de différents champs d'expertise, de disciplines. Et puis, j'espère qu'on va rester en lien, puis peut-être échanger certaines pratiques, des références. Il y a toutes sortes de concepts là, qui ont été abordés, des méthodologies, en tout cas des applications, des logiciels. C'est vraiment foisonnant. Et peut-être qu'on pourra éventuellement, je ne sais pas, former un petit groupe de travail en fonction de nos intérêts et puis avoir, je ne sais pas, des actions concertées dans nos champs, en tout cas pour répondre à certains besoins des communautés en situation minoritaire. Alors, je vous remercie vraiment infiniment, d'où que vous soyez, parce qu'on est un peu répartis partout. Il y a aussi des gens de la France qui est là, M. Manzano. Donc, c'était assez international et
assez diverses. Donc, merci à tout le monde. Lorraine, voulais-tu dire un petit mot aussi? Au nom de Bien sûr, oui, de la part de Questfriend, d'abord, je veux remercier les organisateurs, organisatrices, dont Anne Rabino, Lina Shumarova, Patrick Donovan, avec le soutien de Azur, René de Cotteret. Je trouve ce colloque était vraiment de l'actualité et on voyait ça par le grand intérêt et dans les présentations et dans l'auditoire qui a continué malgré le beau temps. Aussi, je veux, comme toujours, remercier les organismes qui ont offert un soutien financier à notre colloque, dont le Patrimoine canadien, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise et nos partenaires réguliers, c'est-à-dire l'Université Concordia, l'Université Moncton et les CRML. Avec ça, merci à tout le monde. Puis au plaisir de vous revoir l'année prochaine à l'ACFAS. Ça a devenu une habitude que l'ICRML et Questfriend font des colloques ensemble. Et je trouve ça vraiment fructueux de voir, d'avoir tous les classes, les communautés linguistiques en situation minoritaire ensemble dans une salle, soit réelle ou virtuelle. Merci.